Les dirigeants de l'Internationale ont été pris au dépourvu par la grève contre Cuno, qui les surprend en pleines vacances. Aucun d'entre eux ne s'attendait à un mouvement d'une telle ampleur et qui condamne, en définitive, la tactique temporisatrice adoptée à l'exécutif de juillet. Il est clair qu'aux environs du 10 août, les masses étaient prêtes à engager un combat dont les dirigeants estimaient qu'il n'était pas encore pour le lendemain. Mais la tension ne peut se prolonger indéfiniment, et l'équilibre entre les classes marqué par la formation de gouvernements de grande coalition ne saurait durer. Aussi, à partir de la mi-août, les dirigeants de l'Internationale engagent-ils, dans la préparation de l'insurrection allemande, une course contre la montre destinée à rattraper le temps perdu depuis mai. Le tournant décidé à Moscou. Il faudra une bonne semaine avant que se tienne la réunion extraordinaire du bureau politique consacré à la révolution allemande. Des réceptions des premières informations concernant la grève et la démission du gouvernement Cuno, en Geneviève, encore en vacances dans le Caucase, s'attelle à la rédaction de thèses sur la situation en Allemagne et nos tâches. Le 15 août, il écrit « La crise se prépare. Les événements décisifs sont imminents. Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire du Parti communiste allemand et par conséquent de l'Internationale communiste tout entière. Le Parti communiste allemand doit s'orienter rapidement et résolument vers la crise révolutionnaire qui approche. La crise mûrir, l'enjeu est immense. Le moment approche où il faudra de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. La grève Cuno démontre que le parti n'avait pas su apprécier l'état d'esprit des masses et qu'il serait désastreux de ne pas prendre le virage pendant qu'il en est encore temps. Il faut cesser de retenir les masses dans la crête de combat prématuré et se garder dorénavant de freiner les mouvements partiels. Il est impossible de tenir la poudre sèche jusqu'à la bataille décisive. Ce serait faire preuve de dogmatisme et commettre une faute politique grave que de remettre toute offensive jusqu'au moment du combat décisif. Et Ruth Fischer, dont on a toute raison de penser qu'elle était bien informée, écrit qu'en rédigeant ses thèses en Geneviève mettait point final à une longue période d'hésitation et de discussion passionnée avec Boukharine, Kuzinène et Piatnitsky. Kuzinène et Radek lui-même comprirent à leur lecture que la révolution frappait à la porte de l'Allemagne. Trotsky a été lui aussi alerté par l'ampleur de la grève qui a abattu Cuno. Pour obtenir les informations qu'il n'a pas reçues de l'exécutif, il fait venir près de lui Okrimé Valché et Oderl, représentants allemands à la direction de l'ISR. À l'issue de cette entrevue, Valché se rend en Allemagne, vraisemblablement pour compléter les formations remises à Trotsky. C'est à peu près à cette date que les principaux dirigeants russes interrompent leurs vacances pour discuter la situation allemande. Le bureau politique se réunit le 23 août. Pour la première fois depuis la maladie de Lénine et sa mise hors de combat, les dirigeants bolcheviks ont à prendre une décision sur une question d'importance historique. Pour eux, c'est toujours le destin de la révolution mondiale, dont leur révolution n'était que l'avant-garde, qui se joue en Allemagne. Ils ne prendront pas seuls une décision qui est du ressort de l'Internationale et de sa direction, mais que celle-ci ne saurait évidemment envisager que conformément à leur décision. C'est pourquoi le bureau politique s'élargit pour la circonstance à un certain nombre d'experts. Piatakov et Tsurupa, d'une part, Kuzinène et Radek, en tant que représentants de l'exécutif international, Edouard Wern et Jacob Valché en fait, parce qu'ils sont les représentants allemands permanents à Moscou à cette époque. Il n'existe aucun compte rendu officiel de cette discussion, à laquelle de nombreuses références ont été faites. L'unique témoignage précis, celui de Bajanov, ne présente aucune vraisemblance et n'a jamais été contredit. Le principal rapport aurait été présenté par Radek, qui serait parti de l'ampleur de la grève Cuno pour montrer le passage de la révolution allemande à une phase supérieure. Rien ne permet d'indiquer qu'il ait insisté sur la nécessaire prudence qui constituait, au cours des semaines précédentes, le thème central de ses interventions. Sans doute était-il de toute façon impressionné par l'accord qui s'était réalisé dans l'appréciation de cette question capitale entre Trotsky et Geneviève. Après le rapport de Radek, Trotsky intervient avec vigueur pour lui. Il ne fait aucun doute qu'approche en Allemagne le moment de la lutte décisive et directe pour le pouvoir, pour l'octobre allemand. On ne dispose pour sa préparation que de quelques semaines, et tout doit être subordonné à cette tâche prioritaire. Geneviève, quoique plus nuancé, aborde dans le même sens, préférant compter en mois plutôt qu'en semaines. Il pense avec Boukharine et Trotsky qu'il s'agit maintenant de préparer l'insurrection. Staline est plus réticent et manifeste quelque scepticisme. Il ne pense pas que l'on puisse envisager la victoire de la révolution allemande avant le printemps de 1924, mais il n'insiste pas. En dépit de ces nuances, le bureau politique estime donc en définitive que le moment décisif est bel et bien en train d'approcher en Allemagne, et il évite l'exécutif de l'Internationale à prendre à cette fin toutes les mesures nécessaires. Pour sa part, il désigne sur le champ une commission de 4 membres qui sera chargée de superviser les préparatifs, et qui se compose de Radek, Piatakov, Joseph Schlicht, un des chefs des services secrets, et du syndicaliste Vassili Schmitt. L'exécutif convoque immédiatement à Moscou une conférence extraordinaire, tenue secrète à laquelle il convie,
outre les représentants du KPD auprès de l'exécutif, Clara Zetkin et Edouard Oerne, le président du parti en Brandlöf et des représentants de la gauche dont Ruth Fischer, en Maslow et Teilman. Lorsque les délégués venus d'Allemagne arriveront vraisemblablement dans les tout premiers jours de septembre, ils découvriront une atmosphère nouvelle dans la capitale soviétique transformée par un enthousiasme révolutionnaire que suscite l'approche de l'octobre allemand. La ville est couverte d'affiches évitant la jeunesse russe à apprendre l'allemand pour servir la révolution qui vient. Dans les usines, les écoles, les universités, se tiennent quotidiennement des meetings passionnés sur le thème de l'aide nécessaire aux ouvriers allemands. Boukharine se fait acclamer par les étudiants en les appelant à jeter leurs livres pour empoigner des fusils. Des résolutions votées au cours d'assemblées générales dans les usines affirment que les ouvriers russes sont prêts à renoncer à des augmentations et même à accepter des réductions de salaire pour venir en aide à la révolution allemande. Des unités de l'armée rouge se déclarent prêtes à voler au secours de l'Allemagne révolutionnaire, à remplir leur devoir d'avant-garde de la révolution mondiale, et adressent des résolutions en ce sens aux révolutionnaires allemands. 2 fonds spéciaux ont été créés, réserve d'or, réserve de céréales. Pour le premier, on appelle les femmes à donner même leurs alliances. Pour le second, le commissariat au commerce prévoit la construction d'une réserve allemande de 60 millions de pounds qui sera entreposée à proximité de la frontière occidentale. Sur instruction du bureau politique, toutes les organisations du parti recensent les militants qui connaissent l'allemand, afin de prévoir la mise sur pied d'une réserve militaire, quelque chose comme le détachement russe de futures brigades internationales en Allemagne. Les jeunesses communistes se préparent avec un enthousiasme face à ce combat révolutionnaire qui sera celui de leur génération. La presse forge et martèle les mots d'ordre. L'alliance du marteau-pilot allemand et du paix soviétique va conquérir le monde et constituer une puissance de 200 millions d'hommes contre laquelle aucune guerre ne sera possible. Les divergences qui, depuis des mois, empoisonnaient l'atmosphère du parti russe, les différences qui gagnaient, semblent se dissiper au souffle exaltant des perspectives retrouvées de la révolution mondiale. Et Radek lui-même se laisse aller à des élans d'enthousiasme et de lyrisme. Plusieurs témoins nous ont laissé des récits d'épisodes de cette période. Alexandre Barmin, officier de l'armée rouge, a écouté Radek parler à l'académie militaire. Radek parlait devant des salles combles, et l'on sentait qu'il vivait tout entier de l'attente et de la pensée de ces événements. Sa dialectique nous initiait à l'économie, à l'histoire, à la psychologie, aux mœurs des Allemagnes opposées d'aux l'une, celle des travailleurs. Allait époser sa loi à l'autre pour le salut de la nation et le progrès de l'univers. Radek était éloquent comme toujours, il parlait avec son accent indescriptible, mais son intelligence et sa passion dominaient tout, le tournant en Allemagne. Les sentiments sont analogues en Allemagne. Le 16 août, Dorothée Faneux publie un poème au titre significatif « Elle approche ». Le 17, l'organe central du KPD s'en prend aux dirigeants social-démocrates à propos de l'interdiction par Anne Severing du comité fédéral des conseils d'usine de Berlin. Nous relèverons le défi des social-démocrates et ils en subiront les conséquences. Le 19, il publie un chapitre de la brochure de Goussev sur les leçons de la guerre civile, intitulé « Que le prolétariat se prépare ». Le 21, sous le titre « Préparatifs pour un nouveau combat », il traite des difficultés que les prolétaires rencontreront pour se procurer des armes. Le 22, il publie un appel aux travailleurs du SPD et de l'USPT, qui les évite à rompre avec leur parti et à rejoindre le KPD dans la lutte prolétarienne de classe et pour la dictature du prolétariat. De leur côté, gouvernement et police mettent terme à leur politique de relative tolérance. Après l'interdiction le 16 août par le gouvernement prussien du comité fédéral des conseils d'usine de Berlin, c'est le 22, l'interdiction par le gouvernement du Wurtemberg du congrès régional du KPD. Le 24, les autorités françaises d'occupation interdisent les sectes quotidiens communistes de la Ruhr et de la zone occupée. Dorothée Faneux est saisie le 26, sans qu'aucun prétexte ne soit même évoqué. Le même jour, la police perquisitionne dans les locaux de sa rédaction, arrêtant sec de ses collaborateurs, et Anne Severing interdit le conseil central des conseils d'usine du Grand Berlin qu'il accuse d'être une simple couverture de la direction berlinoise du KPD, cependant que le quotidien hamburger Volkszeitung est suspendu pour 3 jours. Le 29, une nouvelle perquisition a lieu dans les locaux de Dorothée Faneux, où 2 nouvelles arrestations sont opérées. Plusieurs mandats d'arrêt sont lancés, dont un contre Ruth Fischer, sur laquelle la police ne mettra pas la main. Dans l'intervalle, le bureau politique du parti russe s'est prononcé pour le tournant allemand, et le 28 août le Politburo prend les premières mesures préparatoires à l'insurrection en désignant un conseil militaire. La nouvelle ligne si déterminée s'exprime nettement dans Dorothée Faneux. Le 1er septembre, la centrale y lance un appel aux ouvriers employés et fonctionnaires, leur proposant le programme communiste de contrôle ouvrier de la production, saisie des valeurs réelles,
formation de gouvernement ouvrier et de petits paysans. En Geneviève, dans un article consacré à la Journée internationale de la jeunesse, célèbre les combats à venir. Aucune puissance sur la terre ne peut vaincre 20 millions de prolétaires. Le 2 septembre, dans le même numéro, paraît un article de Radek intitulé « Bas les pattes devant l'Allemagne » et le texte d'un appel commun de l'exécutif de l'Internationale communiste et du Conseil central de l'Internationale syndical rouge adopté le 27 août sur la proposition de Trotsky. Il constate que la situation créée par l'occupation de la Ruhr ne cesse de s'aggraver et que la situation du prolétariat dans ce chaos économique devient intolérable. La Grande Coalition, formée avec la complicité des social-démocrates, a promis d'époser les bourgeois et de faire payer les riches. Mais elle commence son règne en interdisant les organismes centraux des conseils d'usine. Or, ces organismes sont seuls capables de canaliser le mouvement spontané du prolétariat et d'empêcher les collisions inutiles. Au moment où les capitalistes menacent de fermer leurs usines pour mettre les ouvriers à genoux, il s'agit de provoquer le prolétariat désespéré à une action prématurée et de le vaincre avant qu'il ait pu former ses rangs. L'appel explique, la situation se tend de plus en plus en Allemagne. À moins que les nombreux indices n'en soient trop peur. L'Allemagne est en train de s'acheminer vers la révolution. Le prolétariat allemand n'aura pas seulement à faire face à la force armée de sa bourgeoisie. Au moment où celle-ci l'attaquera, il courra le risque d'être pris à revers par la bourgeoisie des puissances de l'OTAN et de ses États vassaux. Il faut donc que le prolétariat international manifeste à l'égard de la classe ouvrière allemande une solidarité effective et protectrice, par des meetings, des manifestations, des grèves, la propagande auprès des soldats. Quelques jours plus tard, dans le numéro de septembre de l'édition allemande de l'organe de l'ISR, Losowski lui-même écrit « La révolution frappe à la porte de l'Allemagne, exige d'entrer. Nous ne pouvons pas fixer la date de la révolution allemande. Si l'on en juge pourtant par la situation actuelle, c'est une question de mois. » Sa conclusion évoque le moment proche selon lui, où la révolution mondiale formera un bloc territorial de Vladivostok aurait. Les discussions préparatoires. Les discussions autour des préparatifs de l'insurrection allemande vont se poursuivre à Moscou pendant plusieurs semaines. La commission allemande de l'exécutif et les principaux dirigeants russes y travaillent avec les représentants allemands des deux tendances convoquées dans ce but. Kusinine et Radek, en Geneviève Trotsky, en Brandloff, Eberle, Ruth Fischer, en Maslow, Teilman, Maxes, Grilwix s'attachent à analyser la situation allemande dans le détail, à tracer des perspectives, à mettre au point mot d'ordre et préparatifs techniques. Il n'y a pas de divergence fondamentale au départ. Ruth Fischer, certes, ne désarme pas. Le 12 septembre, à la veille de son départ pour Moscou, elle a encore critiqué la conception opportuniste qu'a Brandloff du mot d'ordre de gouvernement ouvrier, l'a accusé d'être orienté vers le réformisme et de chercher à se rapprocher du Parti social-démocrate. Mais elle pense que la seule solution consiste à préparer la prise du pouvoir, et c'est de cela, précisément, qu'il est question à Moscou. De son côté, Brandloff est apparemment convaincu que cette prise du pouvoir est désormais à l'ordre du jour. Kusinine écrira plus tard qu'il la prévoyait facile et même qu'il était tombé dans la fantaisie révolutionnaire. À la session de l'exécutif de l'ISR, il la présente comme une tâche pleinement réalisable, le moment étant mûr pour agir, mais il s'agit là d'une déclaration officielle. Quant à la nature de ses véritables sentiments, Ruth Fischer varie, affirmant tantôt qu'il donnait des informations fantasmagoriques, d'optimisme, tantôt qu'il était en réalité hostile à toute action et cherchait des contre-plans. En fait, sans remettre en question les perspectives révolutionnaires, Brandloff estimait trop optimiste l'appréciation de la majorité de ses camarades russes. Plusieurs divergences apparaissent au cours des conférences préparatoires. La première est de savoir s'il sera nécessaire, à un moment ou à un autre, d'appeler à la formation de conseils ouvriers politiques sur le modèle des soviets. Telle est l'opinion de Geneviève, selon qui le parti russe devra appeler avant l'insurrection à l'élection de tels conseils, seuls susceptibles de constituer les éléments de base du nouvel État ouvrier allemand. En revanche, Trotsky et Brandloff pensent que les conseils d'usine joueront avant l'insurrection le rôle des soviets, et ils l'apportent. Trotsky justifiera plus tard cette décision en ces termes. Comme les conseils d'usine étaient devenus effectivement les points de concentration des masses révolutionnaires, les soviets auraient, dans la période préparatoire, joué un rôle parallèle à celui des conseils d'usine et n'auraient été que des formes sans contenu. La majorité estime en outre comme lui que la formation de soviets risquerait de détourner l'attention des militants des tâches matérielles de préparation de l'insurrection, et d'en faire des cibles pour un gouvernement désireux de provoquer les ouvriers à un combat prématuré. Elle pense donc, avec lui, que le travail préparatoire de l'insurrection peut être subordonné à la forme d'organisation des conseils d'usine, et que les soviets ne seront à bâtir que plus tard, au lendemain de l'insurrection, dans sa phase de consolidation. D'accord sur la question des soviets, Trotsky et Brandloff s'affrontent en revanche sur la question de la fixation de la date de l'insurrection. La gauche allemande, en Geneviève et Trotsky insistent pour qu'une date soit fixée, et c'est en ce sens que le bureau politique du parti russe a tout d'abord tranché.
Mais Brandlöfer s'y oppose, soutenu par Radek. Trotsky développe ses idées sur ce point dans un article de la Pravda du 23 septembre. Peut-on fixer un horaire précis pour une contre-révolution ou une révolution? Il rappelle d'abord que les contre-révolutions récentes, le coup d'État de Mussolini, le coup de Tsakov en Bulgarie, le pronunciamiento espagnol, se sont produites à une date fixée par leur chef, dans le cadre d'une conjoncture favorable. Pour lui, l'attitude d'attente en face de mouvements révolutionnaires grandissants est une attitude typiquement menchevique. Le Parti communiste n'a rien à tirer de la grande loi libérale suivant laquelle les révolutions arrivent, mais ne sont jamais faites, et par conséquent ne peuvent pas être fixées à une date précise. Du point de vue du spectateur, la loi est correcte, mais du point de vue du dirigeant, elle n'est que platitude et vulgarité. Imaginons un pays qui traverse une crise sociale profonde, où les contradictions sont aggravées à l'extrême, où les classes laborieuses sont en constante fermentation, où le parti a le soutien évident d'une incontestable majorité de travailleurs, et par conséquent des éléments les plus actifs, les plus conscients et les plus dévoués du prolétariat. L'allusion est transparente. Il affirme que le seul devoir du parti est de déterminer un délai précis dans l'avenir immédiat, un délai pendant lequel il ne soit pas possible que la situation révolutionnaire se retourne brusquement, et ensuite de concentrer tous ses efforts sur la préparation du coup, de subordonner toute sa politique et toute son organisation sur l'objectif militaire, en vue afin de porter le coup avec un maximum de force. Il propose donc de retenir la date symbolique du 7 novembre, qui lui paraît tenir compte du délai raisonnable de préparation nécessaire et présente les contestables avantages de bénéficier du prestige de l'insurrection d'octobre en Russie. Mais Brandlöfer est sur ce point irréductible. Il estime que c'est la direction allemande, et elle seule qui, sur place, aura la possibilité de déterminer, avec le moins de risque d'erreur, le moment où il faudra frapper. Soutenu par Radek, il obtient que le choix de la date de l'insurrection soit laissé aux dirigeants de l'insurrection. Plusieurs conflits personnels provoquent au cours des conférences préparatoires d'autres débats non moins vifs. Brandlöfer, qui, malgré leurs divergences, a pour Trotsky admiration et amitié, demande que l'organisateur de l'insurrection d'octobre en Russie soit envoyé personnellement en Allemagne afin de diriger la bataille décisive. Genoviev s'y oppose, et il est possible qu'il ait alors, comme certains l'ont affirmé, posé sa propre candidature, une telle mission ne pouvant revenir, selon lui, qu'au président de l'Internationale. Personne n'a oublié que Trotsky, en 1917, a fait ses preuves dans l'insurrection au moment où Genoviev s'effondrait. Mais la Troïka ne peut courir le risque que constituerait pour elle soit un succès de son rival, soit un échec de son chef de file. Il est donc décidé à la quasi-unanimité d'envoyer tout simplement en Allemagne, au dernier moment, et pour assurer la responsabilité suprême, la commission allemande elle-même. Brandlöfer soulève un autre problème épineux. Malgré les déclarations de loyauté à l'égard de la centrale de Ruth Fichet et de Maslow, il refuse de se départir à leur égard de sa méfiance. Rien ne doit pouvoir affaiblir la centrale dans un moment aussi crucial. C'est pourquoi il demande que les responsables de la gauche soient tenus à l'écart de la direction et du parti lui-même pendant la période décisive, afin d'éviter qu'ils ne contribuent à l'affaiblir par leurs initiatives fractionnelles habituelles. Il suggère donc, suivant le précédent créé par la proposition de Lénine en 1921 concernant Maslow, de les retenir à Moscou. Sur ce point, il est soutenu par Trotsky, mais vivement combattu tant par Boukharine que par Radek. Après d'âpres discussions, Genoviev réussit de justesse à faire prévaloir une solution de compromis, Maslow seul restera à Moscou, où une commission de l'Internationale est appelée à enquêter sur certaines accusations qui pèsent sur lui. Ruth Fichet, elle, sera autorisée à reprendre sa place en Allemagne. Mais elle y sera accompagnée de contrôleurs de l'exécutif, le russe Vassili Schmitt, membre de la commission allemande, chargé particulièrement de veiller sur le respect de la discipline de la part de l'organisation du district de Berlay-Brodbourg. À son retour à Berlay, rendant compte devant la centrale des conversations de Moscou, Brandlöfer va se déclarer dans l'ensemble satisfait. Le compte rendu de la séance du 12 octobre indique, le camarade Brandlöfer présente un rapport sur les discussions générales ainsi que sur les discussions avec l'opposition qui ont eu lieu à Moscou et avec les camarades russes. Il n'y a pas eu de divergence de vue sauf en ce qui concerne la détermination des dates, les préparatifs militaires. Les problèmes techniques ont tenu dans les discussions de Moscou une place importante, ce dont Ruth Fichet se plaît. Mais sur ce point, Trotsky était traitable et parle avec l'autorité que lui confère son prestige d'organisateur de la victoire. Rappelant la préparation technique de l'insurrection d'octobre, il écrit dans la Pravda, le travail de préparation militaire se déroule parallèlement au reste du travail, conformément à un plan rigoureux. Le parti conserve ainsi constamment son contrôle absolu sur l'appareil militaire. Bien entendu, il se produit dans le cours d'une révolution nombre d'événements parfaitement inattendus et spontanés. Et nous devons nous attendre à de tels accidents et être prêts à nous y adapter.
Mais nous le ferons avec d'autant plus de succès et de sécurité que notre plan de conspiration aura été plus sérieusement élaboré auparavant. La Révolution possède une immense puissance d'improvisation, mais n'improvise jamais rien de bon pour les fatalistes, les amateurs et les imbéciles. La victoire provient d'une analyse politique correcte, d'une organisation correcte, et de la volonté de frapper le coup décisif. L'appareil militaire du KPD, le M-Apparat, ne saurait suffire à l'immensité des tâches à réaliser dans un si bref délai. L'Armée rouge met à la disposition de la Révolution allemande de ses officiers, les taux d'origine, ancien ouvrier rose connu sous le nom de Piotr Alexandrovitch Skoblevski-Ugorev, qui a commencé à réorganiser l'appareil militaire, rebaptisé Organisation politico-militaire, MP. En vue de l'insurrection, commandant suprême Rex Lette. Il est assisté de Conseil militaire, Militara que préside Ernst Schnelle et dans lequel siègent plusieurs membres de la centrale. Le territoire du Reich a été divisé en 6 commandements politico-militaires régionaux, correspondant aux régions militaires, chaque commandant régional MP. Oberlette est floqué de conseillers techniques envoyés par l'exécutif. Sous leurs ordres sont les commandants de district et sous-district, eux-mêmes à la tête de détachements de combat, Kopflettegènes chargés d'encadrer et d'entraîner, et plus tard de mener au combat les centuries ouvrières. L'ensemble de l'organisation politico-militaire est placé sous l'autorité d'un organisme politique de préparation de l'insurrection, le Comité révolutionnaire, Revco ou Revcom, présidé par un August Verklen, envoyé de l'exécutif depuis 1921, élu à la centrale au congrès de Leipzig. On a souvent exagéré le nombre des officiers et techniciens russes envoyés en Allemagne pour encadrer l'insurrection projetée. La quasi-totalité des cadres techniques sont des Allemands qui ont reçu leur formation d'officier pendant la guerre mondiale. Et Wilhelm Fusese, passé aux partisans ukrainiens en 1918, des dirigeants des combats de la Ruhr de 1919 et 19v Albert Krené, connu sous le nom de Baumann, en Kahl, Erich Wollerberg, ancien combattant de l'armée rouge bavaroise, Arthur Ilné et Albert Gromula, le tout jeune en Berger, lieutenant de réserve, le des plus doués et des plus intrépides responsables de l'appareil clandestin du KPD. Les anciens officiers ou sous-officiers Inkoll Frankfurt, Christian Huck, Stefan Eman, Didier Trich, Lengningfer et Möckefer Strotzel, l'ancien major de la vieille armée impériale en von Antigue. Quelques-uns ont peut-être suivi en Russie des cours dans des écoles militaires axées sur les problèmes de la guerre civile, mais c'est en combattant durant la Grande Guerre et dans les rues en 1919, 1920 et 1921 qu'ils ont acquis l'essentiel de leurs connaissances militaires. Les anciens du M-Apparat ne peuvent faire face à tout et se voient confier des fonctions clés. Et si Otto Bullian, chargé de la sécurité ordinaire d'Iest, Otto Braun, chargé de la formation des cadres militaires. On leur adjoint des spécialistes de l'organisation, Otto Grillwix, l'ancien adjoint des Schorn en 1918, qui participe aux préparatifs techniques à Moscou, Arthur Renew for Thomas Rengetsch, qui passe dans l'appareil militaire sous le nom de Hesber, Melché qui devient Martet. On les renforce en fait par la voie destructeur. Spécialistes, communistes étrangers ayant reçu en Russie une formation appropriée et sortant des cadres de l'armée rouge, ou encore communistes russes. Leurs noms ne sont que rarement connus, nombre d'autres appartenant déjà ou étant sur le point d'appartenir au service secret de l'armée. Citons cependant Stein, de son vrai nom et Manfred Verstern, Jorg, de son vrai nom Alexis Tetski, le communiste yougoslave Voja Vujovic, dirigeant de l'Internationale communiste des jeunes, et les hommes du 4e bureau, dont l'historien ne connaît que les pseudonymes. En Walter Krivitsky, en Alfred Verkroos et Ludwig, dit aussi Ignace Reis, qui assurera en Allemagne la sécurité des membres de la délégation de l'exécutif. Ces cadres étrangers, moins d'une centaine, n'ont en principe aucune responsabilité exécutive directe et sont simplement des adjoints techniques des responsables, politico-militaires, allemands aux échelons les plus élevés. Au cours de la première phase de l'insurrection, le rôle essentiel doit revenir aux milices ouvrières, les centuries prolétariennes patiemment mises sur pied depuis le début de l'année. Brandler estime leur effectif possible pour la seule Saxe à 50 ou 60 000 hommes. Paul Boch, en 1923, écrit que leur organisation est 10 fois plus avancée en Saxe que dans le reste de l'Allemagne. Ruther Fischer, au contraire, considère presque comme quantité négligeable toutes les centuries organisées ailleurs que dans la Ruhr. En fait, il n'est pas facile d'évaluer leur force réelle, puisque, dans la majeure partie de l'Allemagne, elles n'apparaissent pas en tant que telles. Leur interdiction sur l'ensemble du territoire prussien à dater du 15 mai a incontestablement gêné leur développement, mais elles se sont maintenues ou créées sous d'autres formes, en tant que service d'ordre, ou sous la forme de sociétés de jeunesse ou de plein air, ce qui leur a permis de pratiquer exercice, marche en campagne et entraînement au maniement des armes et à la manœuvre. Les travaux de Helmut Gast ont permis de mieux connaître leur organisation. Il y avait 300 centuries environ en Allemagne en mai. Il y en a, selon Gast, 800 en octobre, ce qui donne un effectif total d'environ 100 000 hommes, un tiers dans la seule Saxe, la moitié de l'effectif total pour Saxe et Thuringe réunis, où elles sont légalement autorisées.
Quand 25 000 hommes des Saturies défilent le 1er mai à Berlin, elles sont encore légales. Il y a 1000 hommes le même jour au défilé de Dresde. Le 9 septembre, 8000 hommes défilent à Dresde. Le 16, 5000 à Leipzig. Le 23 septembre, 800 hommes des Saturies des petites villes de l'Erzgebirge défilent à Ulsnitz. Le 7 octobre, nouveau défilé dans la même ville avec 2000 participants. Un cinquième seulement des Saturies sont exclusivement composés de communistes. Les autres résultent de fronts uniques entre partis communistes, syndicats et surtout à Thuringe et en Saxe, parti social-démocrate. À Leipzig, 40% des hommes ont été présentés par le Parti communiste, 20% par le Parti social-démocrate, 40% par les syndicats. L'organisation est calquée sur le cadre de la vie ouvrière. L'unité de base est constituée par la Saturie d'usines ou de villes, elle-même subdivisée en détachements plus petits correspondant autant que possible à des lieux de travail, ateliers ou petites entreprises. 2 sizaines forment un groupe de 12 hommes, 3 groupes constituent une colonne. Chaque Saturie est formée de 3 colonnes, de détachements d'éclaireurs et de groupes de secours médical. Sizaines, colonnes, Saturies élisent leur chef. Chaque Saturie est dirigée par un chef de Saturie, dirigeant politique élu, assisté d'un adjoint technique élu parmi les hommes ayant une formation militaire, anciens officiers ou sous-officiers la plupart du temps. Le souci de l'unité pousse souvent les miliciens à élire des responsables appartenant aux 2 grands partis ouvriers. En Saxe, en règle générale, le chef de Saturie est communiste et l'adjoint technique social-démocrate. De ce point de vue, Gast souligne l'exception que constitue le district de Zwickau-Ploë, où l'état-major est formé de 7 responsables, dont 4 social-démocrates et 3 communistes, le social-démocrate Max Sedwitz étant le responsable du district. Dans l'ensemble, cependant, les Saturies sont contrôlées par l'appareil militaire du Parti communiste et ce sont ses responsables, comme Ensjodolf Neuboy en Thuringe et Ernst Schnelle en Saxe, qui dirigent les réunions de travail ou les rassemblements militaires. Vu à l'échelon du parti allemand, l'effort militaire accompli en quelques mois peut paraître considérable. Par rapport à la société allemande, aux effectifs de la Reichswehr, de la police et des groupements armés d'extrême droite, il apparaît encore très insuffisant. Mais les communistes comptent sur une levée en masse prolétarienne, la désintégration de la Reichswehr, la toute-puissance de la grève pour assurer la victoire de leurs Saturies, dans lesquelles certains voient déjà les éléments de la future armée rouge allemande. Le problème de l'armement est l'un des plus difficiles à résoudre. Le bureau d'organisation, le Haut-Flieg, éminence grise de la centrale, assure les liaisons avec le des émissaires de l'exécutif, Mirov Abramov de l'OMS, qui bénéficie d'une couverture par sa nomination à poste de l'ambassade russe, et avec la commission spéciale pour l'achat d'armes et de munitions, la Wamböff. Un enseignant officier de réserve, Nicolo Pfaff, assure, sous la fausse identité de Dr. Winklöff, le gros des achats, pour lesquels les conspirateurs disposent apparemment de sommes importantes en dollars. Les résultats sont difficilement appréciables. Les chiffres avancés oscillent entre 60 et 50 000 fusils, par exemple, ce qui donnerait, dans l'hypothèse la plus favorable, un fusil pour 2 combattants des Saturies. Les revolvers sont apparemment plus nombreux, mais mitrailleuses et armes plus lourdes sont rarissimes. Pour le reste, on constitue des stocks d'explosifs généralement enlevés de nuit dans les chantiers. Quelques armureries ou ateliers de la Reichswehr sont pillés par surprise, mais surtout repérés pour le jour J où il s'agira de se procurer des armes en commençant par l'attaque des postes de police. En Saxe, des militants ont mis sur pied une fabrique clandestine d'armes et munitions. Des contacts ont été pris avec des officiers, sous-officiers et soldats de la Reichswehr sur Kilocote pour livrer au dernier moment les dépôts d'armes aux insurgés. La mobilisation des militants. Le parti entier est sur pied de guerre. Dès les premiers jours de septembre, avec l'aide de plusieurs dizaines de spécialistes envoyés par l'exécutif, des dizaines de milliers de militants sont passés dans la clandestinité. Les membres des groupes de choc des Saturies ont quitté leur usine, des militants connus ont changé de nom et de domicile. Dans toutes les grandes villes, les hommes dorment, et parfois vivent jour et nuit dans des appartements transformés en dortoirs ou quartiers généraux clandestins, où l'on étudie le plan des villes, la carte de la région, l'emplacement des forces d'ordre et les communications. Périodiquement, pour groupes d'action et Saturies, on exécute des exercices d'appel et de rassemblement. Les militants ainsi détachés de leur milieu habituel en arrivent parfois à ne plus pouvoir penser, s'attirer et se comporter autrement qu'en conspirateurs. Ruth Fichet cite de mémoire une intervention dont fait significative à cet égard. En aucune circonstance nous ne devons proclamer la grève générale. La bourgeoisie découvrirait nos plans et pourrait nous écraser avant que nous ayons bougé. Il faut au contraire calmer les mouvements spontanés, retenir nos groupes dans les usines et les comités de chômeurs, afin que le gouvernement pense que le danger est passé. Et alors, quand ils seront englués dans l'illusion d'une sécurité complète, frappons en une nuit, vite et bien, arrêtons le gouvernement, enlevons les casernes, sonnons le tocsin de la dernière bataille. La naïveté du propos prête à sourire. Elle s'explique cependant, autant par les conditions du moment que par l'intensité de l'effort sans précédent fourni par les militants. Albert, qui a vécu ces semaines, écrit
Pas une cité du pays où l'on ne se soit consciencieusement préparé à la bataille avec le souci minutieux d'hommes résolus à tout donner. Pas une journée sans âpre labeur, pas une nuit sans tâche spéciale, pas un problème négligé. Je sais des camarades qui n'ont pendant de longues semaines pas dormi une nuit complète. J'ai vu des visages ravinés par le surmenage. Les yeux volontaires y gardaient leur flamme étanche. Le Parti communiste allemand a donné au prolétariat du mode l'exemple nouveau, précieux, d'une formidable préparation révolutionnaire. C'est à la même plume que nous devons cette évocation d'une réunion du parti. Il est beau de trouver rassemblés autour d'une même table quelques fronts d'hommes qui savent ce qu'il y a derrière les choses et dans cette souffrance de peuple, retrempent chaque jour leur volonté au contact d'une espérance illimitée. Une jeune voix clame, contenue, nous avons déjà des divisions entières. L'armement, il est vrai, manque, on ira le prendre dans les casernes. La carte d'Allemagne est présente à tous les esprits, Saxe, Thuringe, Hambourg, Berlay-Thiédron, la Russie, Radek a écrit. J'ai remarqué que les intellectuels, j'en suis, sont les plus méfiants. L'augment il pèse, soupèse les difficultés avec une raison résonnante parfois d'un effet fort dissolvant. Un ami coupe court à nos gloses, je crois, dit-il, à la révolution parce que je la veux, parce que je vis avec des hommes qui la veulent. C'était un organisateur de section. Il travaillait jour et nuit. Voya Vujovic confie son optimisme à Victor Serge, on vécra à la date fixée. Tout se fera beaucoup mieux qu'en Russie. Ruth Fichet, des années après, reconnaîtra l'optimisme résolu de ces dizaines de milliers d'hommes qui préparaient scientifiquement leur révolution. La promesse officielle du bureau politique russe de soutenir le soulèvement allemand était avec un enthousiasme tenu pour décisive. Le nombre de camarades russes en Allemagne, les faux illimités, surtout en dollars américains. Les méthodes professionnelles de préparation inspiraient confiance. Ces froids prolétaires allemands respiraient dans une extase révolutionnaire. La situation en septembre. Paradoxalement, pendant qu'à Moscou d'abord, dans les centres industriels d'Allemagne clandestinement ensuite, on prépare l'insurrection, la crise semble sinon s'apaiser, du moins avoir atteint un palier. À la fin d'août, Talémé écrit encore que le temps d'agir n'est pas venu, l'heure du gouvernement ouvrier et paysan, du premier pas vers la dictature du prolétariat, viendra qu'à l'écrasante majorité de la classe ouvrière voudra non seulement rompre avec la coalition bourgeoise, mais aussi lutter par tous les moyens pour l'avènement du gouvernement ouvrier et paysan. Il faudra encore que d'importantes fractions de la petite bourgeoisie observent à l'égard de la classe ouvrière une neutralité bienveillante et que la grande bourgeoisie elle-même soit divisée. D'autre part, il faudra que les organisations de classe du prolétariat, les conseils d'usine, les comités de contrôle, les ceintures prolétariennes, aient acquis un large développement et une autorité prépondérante dans les masses. Il faudra par conséquent parcourir, tant sur le plan politique que celui de l'organisation, un long chemin avant de trouver les conditions qui assureront la victoire de la classe ouvrière. L'histoire décidera de la durée de la période nécessaire. Sur la base de cette analyse, les développements politiques ne semblent pas indiquer l'approche du jour J. La centrale allemande paraît décidée à rectifier les exagérations manifestes dans l'application de la ligne Schlachte, et Voya Vujovic affirme à Berdros qu'elle a décidé de modifier cette tactique et de modérer ses déclarations belliqueuses. D'autre part, dès les lendemains de la grève qui a balayé Cuno, le cabinet Straussmann ne dissimule pas son intention de demander à tous, y compris aux salariés, des sacrifices. Le chancelier et son ministre des Finances social-démocrates insistent dans leurs déclarations sur la nécessité de diminuer le volume global des salaires, d'intensifier le travail et d'augmenter considérablement les importations. La presse bourgeoise fait campagne pour la suppression de la journée de 8 heures, et le journal qui passe pour exprimer la pensée de Steen. Deutsche Allgemeine Zeitung écrit le 8 septembre, le peuple allemand doit travailler au moins 2 heures de plus, avec au moins une intensité égale à celle d'avant-guerre. L'opposition de gauche dans le Parti social-démocrate ne cesse, certes, de se renforcer. C'est le congrès régional de Berlay qui déclare failli la politique de grande coalition, réclame un retour à une politique de classe et vote un ordre du jour de félicitations à Zégnier. Mais en même temps, elle se révèle impuissante à arrêter la répression exercée sur les communistes par les dirigeants de son propre parti. Au lendemain de la publication de l'appel commun de l'Internationale communiste et de l'Internationale syndicale rouge, c'est le ministre de l'Intérieur du Reich, le social-démocrate Solman, qui interdit pour 8 jours dire aux Téfaneux et Volkswagen de Rostock. La presse illégale ou semi-légale du KPD ne baisse cependant pas de taux, et dès sa reparution, dire aux Téfaneux reprend ses proclamations incendiaires. Titrant le 15 septembre, abat le régime de sang et de famine, évitant, le VTE a organisé une meetings-free manifestation de masse comme préparation à la grève générale pour le renversement de Straussmann et la formation de gouvernements ouvriers et paysans. Le 23 septembre paraît en première page un article de préparation à l'insurrection intitulé « La voie de la révolution prolétarienne en Allemagne, un mot supplémentaire pour les ouvriers social-démocrates ». Le lendemain, le préfet de police de Berlin suspendit Rotéfaneux pour 15 jours. Dans l'ensemble, la rue des villes d'Allemagne est plus calme. Les seuls incidents notables dans ces quelques semaines se produisent dans le pays de Bade,
avec manifestations et batailles rangées contre la police dans la petite cité de Lorac. Les dirigeants du district communiste de Bad appellent à la grève générale dans le pays de Bad, mais sont désavoués par la centrale, qui voit là un risque de déclencher prématurément les combats armés dans une région périphérique. Le gouvernement badois ayant consenti à retirer ses forces de police de Lorac et ses environs, le calme est revenu aux alentours du 25 septembre. À la fin de septembre, le gouvernement Stroessmann a franchi 2 étapes se portant vers la stabilisation et la normalisation qu'il s'était fixé comme objectif. Le 26, en effet, le chancelier a fait connaître que le gouvernement allemand reconnaissait l'occupation de la Ruhr et décidait de mettre fin à la résistance passive, ouvrant ainsi la voie au compromis souhaité par un Washington free l'ordre. D'autre part, au lendemain d'une chute vertigineuse, pendant la semaine du 13 au 19 septembre, le N-Mark s'est stabilisé à partir du 22 aux environs de 100 millions pour $1. C'est à ce moment que les initiatives de l'extrême droite semblent sur le point de créer une situation entièrement nouvelle. Le 21 septembre, Hugo Stinnes informe l'ambassadeur des États-Unis de l'imminence de mouvements en Bavière soutenus, dit-il, par tous les partis de droite et un nombre important de modérés du centre, dont l'objectif principal est la lutte contre le communisme. Il précise à son interlocuteur que les industriels soutiennent le mouvement, qui aura à combattre férocement les communistes et vraisemblablement à briser par la force la grève générale. Il ajoute qu'on peut espérer éliminer ainsi le socialisme comme méthode politiquement possible d'existence nationale en Allemagne, et qu'il restera à révoquer sans retard les lois et décrets qui gênent la production et n'ont pas d'objectif utile. Les événements en Bavière vont bientôt convaincre l'ambassadeur que Stinnes ne se trompait pas. Le 26 septembre, en effet, par un véritable coup d'État, Volcker se proclame commissaire général du Reich pour la Bavière et décrète l'état de siège. Dans la nuit du 26 au 27, en réplique à son initiative, Weber, en vertu de l'article 48, proclame l'état de siège dans l'ensemble du Reich et remet l'exécutif au ministre de la Reichswehr, le démocrate Ngeslev, parave civil du général von Siegfried. Les ministres social-démocrates ont approuvé cette décision, justifiée selon eux par le danger réactionnaire en Bavière, et la presse de leur parti parle de défendre la République. Mais le 27, le général von Lossow, commandant de la Reichswehr Bavière, se place sous les ordres de Volcker. Ce dernier, le 28, abroge en Bavière la loi de défense de la République, votée au lendemain de l'assassinat de Rathenau. L'initiative semble passer entre les mains de l'extrême droite. De Bavière parviennent dans tout le Reich les bruits de bottes et les cliquetis d'armes des bandes nationalistes bien organisés et solidement équipés, des corps francs tristement célèbres d'Erhardt et de Rosbach, qui vient précisément de s'évader de la forteresse où il était enfermé, de Ludendorff qui, depuis janvier, sans revenir sonneur d'Adolf Hitler et de ses troupes en fait. La Reichswehr noire s'agite et le 1er octobre, le major Bucruquet tente d'accuser un putsch maladroit mais révélateur. De tous côtés, on parle d'une nouvelle croisade contre le bolchevisme, qui partirait de Munich pour marcher sur Berlin. À certains égards, la situation rappelle celle qui avait prévalu à l'époque du putsch de Cap, parti triangulaire où semble sur le point de s'affronter la Reichswehr, les bandes nationalistes et les ouvriers armés, sans qu'il soit possible de déterminer qui le premier appuiera sur la détente. La Reichswehr, devenue légalement maîtresse de l'État, proclame son intention de défendre la République contre ses ennemis de gauche comme de droite, alors que ses chefs sont bien décidés à éviter les combats fratricides et à briser la menace révolutionnaire. La classe ouvrière, épuisée par les souffrances de l'année terrible, fascinée par le danger des bandes nationalistes, a laissé s'établir un régime de dictature militaire et d'état de siège dont l'expérience lui avait pourtant démontré que c'était toujours contre elle qu'il était en dernière analyse utilisé. Le Parti communiste l'explique dans un manifeste à la classe ouvrière allemande. La fin de la résistance proclamée par Stroessmann à la tribune du Reichstag marque le signal de l'offensive capitaliste contre les salaires et la journée de 8 heures, et l'état de siège, proclamé sous le prétexte de venir à bout des menées révolutionnaires et nazis en Bavière et séparatistes en Rhénanie, est en réalité destiné à liquider les conseils d'usine et à frapper le mouvement révolutionnaire alors qu'il rassemble encore ses forces. Mais le fait que l'initiative semble maintenant passer de la classe ouvrière aux fascistes n'est pas pour embarrasser les dirigeants communistes. Ils cotent même sur cette menace pour réveiller la combativité ouvrière. Ils pensent que les travailleurs se soulèveront avec eux, comme en août, lorsque tombera définitivement le masque de la « Grande Coalition », ultime réserve de la bourgeoisie. C'est en fonction de la perspective de ce soulèvement armé, le premier à avoir été techniquement préparé par un parti communiste depuis celui d'octobre 1917, que sont déterminées à Moscou, pendant les derniers jours de septembre, les articulations du plan qui doit, selon ses auteurs, conduire en quelques semaines à l'explosion de l'octobre allemand, à la deuxième étape, 5 ans après de la Révolution mondiale. Le 29 septembre, la centrale adresse clandestinement à tous les secrétaires de district une circulaire qui ne laisse aucun doute sur l'approche de l'insurrection,
dans les entreprises et les localités, il faudra immédiatement construire des comités d'action formés de représentants du SPD, de l'USPT, du KPD, des cartels de sportifs, des conseils d'usines, des syndicats et autres organisations ouvrières. La tâche des comités d'action est d'entreprendre la lutte contre l'état de siège et contre la dictature car soutenue par le gouvernement. Le moyen essentiel est la préparation de la grève générale dans toutes les entreprises et localités. En même temps que la préparation à la grève générale, les comités d'action doivent élaborer un plan de mobilisation des masses ouvrières pour les combats à venir.